que ça sera beaucoup plus tard. Là, vous voyez la date 2013 où les gens piétinent des artefacts. Et donc, je me dis, comment se fait-il que ces gens qui aiment la nature contribuent en quelque sorte à sa destruction? Puis il semble que leur seul intérêt soit vraiment de mettre leur drapeau, de se rendre le plus loin possible sur la carte. On a même eu, lors d'une croisière, en fait, où l'équipe d'animation qui est censée être très orientée vers l'environnement, donc se sert du navire pour littéralement chasser des ours polaires pour permettre aux gens de faire un safari photo, ce qui allait contre la nature même de ce type de voyage. Alors, vous voyez ici, par exemple, comment on s'approche des ours polaires qui sont coincés contre une falaise, et ce qui met d'ailleurs en danger les touristes qui sont devant moi. Et je n'ai pas de lentille d'approche ici, c'est une lentille tout à fait normale. Et je ne sais pas si le fait de ne pas être en plein écran, vous êtes capable quand même de voir que l'eau n'est pas très profonde. Donc, si jamais il y a un ours qui décide de sauter sur nous, parce que c'est ce que les ours peuvent faire, la mer, le Zodiac qui est devant moi va reculer sur nous. Nous, on est coincés avec de la glace derrière, donc il va y avoir une situation assez dangereuse. Et puis, les touristes, donc, ne sont jamais satisfaits tant qu'ils n'arrivent pas à approcher vraiment de l'animal de très, très près. Alors, je réalise donc, après 2 mois d'observation, qu'il y a une espèce de double discours des gens sur l'environnement. On aime, mais on agresse, on souille et on détruit. Pourquoi et comment y remédier? Donc là, ça va devenir une espèce d'interrogation pour moi. Et en 95, parce que la situation de l'économie n'est toujours pas revenue, je fais un retour aux études. Et à ce moment-là, je commence par la maîtrise qui va suivre ensuite avec le doctorat. Et je suis à la recherche donc d'une thématique. Alors, par où commencer? Alors, le sujet de recherche pour le chercheur, la chercheuse, c'est toujours la grande question. Au doctorat, ça prend quoi? Moi, ça m'a pris à peu près 1 an pour arriver à établir la question. Donc, comment s'y préparer et ne rien oublier? Alors, moi, je souhaitais évidemment étudier les impacts négatifs du tourisme, d'abord sur la végétation, c'est ce qui m'avait le plus marqué, mais je n'avais pas le bon profil parce que j'étais davantage orienté vers les sciences humaines que vers la biologie ou la botanique, par exemple. Les périodiques universitaires, à l'époque, on trouvait des articles sur le Nord, sur les régions polaires, un peu l'Antarctique, mais c'était uniquement du point de vue des sciences physiques, glaciologie, les études de sol, climatologie, biologie, écologie, ainsi de suite. En 95, il y a un seul livre qui porte sur le tourisme et les régions polaires, qui est écrit par une professeure de l'Ontario. Donc, on voit que les sciences humaines, en fait, c'est le parent pauvre. Donc, les impacts du tourisme sur la végétation, on les étudie uniquement à l'époque du point de vue de l'écologie, ce qui, encore une fois, n'est pas mon domaine. Donc, je vais m'orienter vers la sociologie pour voir comment on peut expliquer, en fait, le comportement humain. Alors, j'ai un objet, le tourisme dans les régions polaires. Donc, ça m'entraîne à m'intéresser, évidemment, ça m'amène à m'intéresser aux attraits, à mettre ces attraits dans un contexte. Alors, dans le cas du Grand Nord canadien, par exemple, on parle, en fait, ça devient politique. Alors, d'abord, il y a l'effondrement de l'URSS. Je fais un peu de coq à l'âne. L'effondrement de l'URSS en août 91 va d'abord permettre de relâcher une flotte de navires polaires qui étaient utilisés par les scientifiques et qui n'ont plus de raison d'être. Alors, il y a des voyagistes qui vont prendre ces navires pour mettre des touristes à bord et les emmener vers l'Antarctique d'abord. Et avec la popularité de ce genre de voyage, on va développer ensuite la même chose dans l'Arctique canadien. Et en 1999, l'Arctique canadien va se trouver dans un processus d'évolution. C'est l'inverse, si on veut, de la colonisation. C'est un processus qui permet de redonner tranquillement le pouvoir qui a été enlevé aux populations locales, qui ont été conquises, les populations aussi qu'on appelle autochtones. Et donc, cette partie du Grand Nord canadien que vous voyez ici, qui faisait partie des territoires du Nord-Ouest, va devenir un territoire en soi, le Nunavut. Alors, il y a toute cette prise en charge du territoire qui est aussi importante quand on fait du développement touristique. Donc, ça nous amène à s'intéresser aux communautés, à leur économie, aux services qui sont offerts ou plutôt qui ne sont pas offerts parce que le tourisme là-bas est vraiment à ses débuts. Ce qui nous amène aussi aux questions de transport, comment on fait pour accéder à ces régions-là, puis on pourrait ajouter les questions de sécurité. Donc, je me retrouve avec une panoplie de thématiques possibles. Évidemment, on ne peut pas aborder toutes ces questions-là dans une seule étude. Alors, je reviens à mes touristes et aux attraits avec les actions que ces gens-là font sur les environnements qui entraînent des impacts
Et je découvre en fait qu'il y a à travers tout ça un goût d'aventure qui va amener les touristes à avoir une certaine agressivité envers le territoire, ou ce que j'appelle dans mon étude un besoin de conquête, qui les amène à prendre des risques et que nous, comme gestionnaires ou comme guides, moi, j'ai dû à gérer à un moment donné ce genre de choses avec des crevasses, avec des personnes âgées qui prenaient des risques et qui mettaient en péril finalement le reste du groupe pour nous emmener à traiter des questions de gestion. Alors, donc ça, c'était le plan grosso modo du projet. Au niveau de la technique de collecte, je procédais par observation sur le terrain. Évidemment, on veut toujours faire du terrain, des entretiens des entretiens semi-dirigés parce que le temps, quand on interroge d'abord des gens qui sont en vacances, ces gens-là, étonnamment, n'ont pas de temps. Ils veulent surtout pas s'asseoir avec un chercheur pendant une demi-heure ou une heure pour répondre à des questions. Donc, je savais que ce serait un peu comme à la pêche, ici et là. Donc, on pose des questions. On ne pourra pas poser les mêmes questions à tout le monde. Les questions sont inspirées beaucoup par le moment. Et j'avais négocié avec le voyagiste, en fin de voyage, la distribution d'un questionnaire où il y avait des questions qualitatives et des questions quantitatives. Au niveau de la technique d'analyse, c'était de l'analyse de contenu, analyse de texte. Même chose pour les entretiens. Et de l'analyse statistique, donc quantitative, pour les quelques données qui étaient quantifiées finalement. Donc, une fois qu'on a ça en tête, et moi, je me suis formé beaucoup par moi-même à l'époque. J'ai une supervision qui était peut-être pas la meilleure, disons. Et ce que j'ai appris depuis, parce que je regardais mon livre là, pour préparer la communication de ce matin, et quand je regarde ma question de recherche, mon Dieu, le temps a passé, heureusement, il s'est passé plus de 15 ans. Et je ne referai pas la même recherche qu'à l'époque parce que je manquais d'organisation dans ma structure. Ce que j'ai compris depuis et ce que j'enseigne moi à mes étudiants, c'est l'importance du plan, de l'introduction du premier chapitre. Et je parle ici des trois parties, sujet amené, sujet posé, sujet divisé, par la pyramide inversée. Donc, on commence du plus général vers le plus précis. Et ça, c'est l'introduction, c'est la mise en contexte, un peu comme je viens de le faire présentement, qui évidemment s'étirait sur plusieurs pages. Donc, ça, c'est le sujet amené, qui va m'amener à ma question de recherche. Donc, à la fin du chapitre, j'aboutis par cette question et je recommande toujours à mes étudiants de commencer pour l'exercice par une phrase comme celle-ci. C'est dans ce contexte, donc le contexte fait référence à tout ce qui précède. C'est dans ce contexte que cette étude, et là on ajoute le verbe, cette étude vise à, par exemple, et on obtient notre problématique. Et le contexte nous amène vraiment à lier la question à tout ce qui a été dit. On ne peut pas arriver avec une question qui est décousue par rapport au texte d'introduction, ce qui était le cas à l'époque quand j'ai fait mon doctorat. Et ensuite, la dernière étape, c'est le sujet divisé, c'est-à-dire qu'on reprend cette question de recherche et on la subdivise en trois parties parce que c'est comme un repas. On ne prend pas notre assiette d'une seule bouchée. Donc, on va subdiviser notre projet d'étude en différentes parties. Par convention, on y va en trois morceaux, mais j'ai vu des thèses où il y a quatre chapitres. Souvent, le quatrième qui s'ajoute, je mettrais un A ou un A préliminaire qui va être vraiment de refaire la mise en contexte détaillée. Alors ça va de soi que dans toutes les études, on a besoin de faire ça. Donc, j'en fais pas nécessairement une sous-question de recherche. Alors, concrètement, j'ai ma pyramide inversée qui m'amène à ma question, à mes trois sous-questions. J'aurai ensuite le chapitre de métaux et ensuite, je consacre dans la partie développement de mon étude, chacune des sous-questions, en fait, se voit consacrer un chapitre. Ensuite, j'ai l'étude de cas et la conclusion. L'étude de cas, je dis toujours aux étudiants, on est un peu artiste. Alors là, il y a deux possibilités. Soit qu'on traite à l'intérieur de chacun des chapitres la partie du cas qui concerne, parce que ça, c'est le volet théorique finalement. Donc, à la fin de chacun des chapitres, on peut traiter de la partie du cas qui concerne cet aspect de la théorie. D'autres préfèrent le faire dans un chapitre complètement autonome. L'inconvénient peut-être du chapitre autonome, comme ici avec un chapitre 6, c'est qu'on est obligé de faire beaucoup de rappels. Et ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de répétitions dans l'étude. Alors, pour vous donner un exemple concret de ce que ça donne, j'ai refait l'exercice de ma question de recherche et ça irait comme ceci. Donc, la thèse, donc c'est dans ce contexte que blablabla, la thèse vise à comprendre comment l'interaction des visiteurs avec les milieux polaires favorise ou non à la fois la revitalisation
des touristes et la protection des milieux naturels. Donc, pour répondre à la question, l'étude A recense les objectifs d'interaction des touristes de nature, établit les enjeux de protection du milieu et propose des solutions pour aplanir les conflits éventuels entre les objectifs recherchés par les touristes et ceux de protection du milieu autre. Et là, regardez bien ce que ça donne, c'est que chacune, en soulignant ou en mettant en couleur les différentes parties de ma question, vous voyez qu'elles se répètent vraiment dans les 3 sous-questions. Donc, l'addition des 3 sous-questions va vraiment donner ma question de recherche. Et quand je regardais mon étude cette semaine, je me rendais compte qu'à l'époque, j'avais un peu sorti 3 sous-questions qui n'étaient pas en fait des sous-questions, elles étaient carrément des questions de recherche. C'est comme si j'avais 3 études dans mon étude. Et avec le résultat que dans l'analyse, chacune des études tient en soi, mais j'ai beaucoup de mal à faire le lien entre les différentes parties, sinon par le thème du tourisme polaire. Et vous allez voir ce que je vais faire de mon thème à la toute fin. Donc, une fois que j'ai établi ma question et mes sous-questions, pour question de méthodologie, et tout ça, c'est évidemment avant d'aller faire le terrain, je dois maintenant transposer ma problématique avec mes outils de recherche. Donc, pour chacune des sous-questions, je vais déterminer je vais préciser en fait les objectifs parce que les objectifs sont déjà dans les sous-questions, mais là, c'est de les mettre de manière vraiment noir sur blanc. Donc, ça nous aide aussi parfois à reformuler les sous-questions et à retourner en arrière pour reformuler les sous-questions puis éventuellement la question de recherche. Ensuite, pour chacune des sous-questions, déterminer les types de données, si j'aurais besoin de données qualitatives ou quantitatives, les acteurs visés. Est-ce que j'ai besoin pour cette question d'interroger les voyagistes ou les touristes ou les gestionnaires, par exemple? L'échantillon. Alors, moi, j'étais plus orienté vers une recherche qualitative, donc mes échantillons étaient beaucoup plus petits. En fait, je n'étais pas intéressé par la représentativité de l'étude, j'étais intéressé à documenter. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 1996 quand je commence. Et à cette époque-là, il n'y avait rien de fait sur le tourisme dans les très, très hautes latitudes, ce qu'on appelle le haut Arctique ou l'Antarctique pour l'hémisphère sud. Ensuite, j'ai ma méthode de collecte, donc ça, je vous en ai parlé il y a un instant, et la méthode d'analyse, donc analyse de contenu, et puis le SPSS pour les données quantitatives. Bon, on recherche ensuite dans la littérature, alors l'importance des mots-clés, parce que moi, quand je commençais, il n'y avait rien. En fait, je pensais qu'il n'y avait rien. Et il n'y avait rien, effectivement, sur le tourisme de croisière dans les régions polaires, mais il y avait plein de choses qui étaient écrites en psychologie, en sociologie, ainsi de suite, et je ne savais pas comment chercher. Donc, l'importance de ne pas mettre l'accent. Moi, je mettais l'accent à l'époque sur tourisme polaire, qui est un nouveau concept, alors qu'en réalité, il fallait que je travaille beaucoup plus sur les questions de relations entre l'humain et la nature, et pas uniquement dans les régions polaires. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on me l'explique à l'époque. Donc, aujourd'hui, toujours aux étudiants, votre cas d'étude, c'est uniquement pour illustrer votre propos. Les données du cas vont changer avec le temps, mais la théorie va demeurer. On voyait tout à l'heure un numéro de Théoros, puis quand j'étais directeur de la revue, c'est ce que je disais aux gens qui nous soumettaient des textes, parce que souvent, je trouve que dans les études aujourd'hui, on a tendance à trop aller sur le cas et pas assez sur la théorie. Et je disais toujours aux gens, le cas dont vous parlez, c'est que souvent, bon, pour les auteurs européens, ne nous rejoignait pas vraiment au Québec, par exemple. Et la même chose, les cas du Québec ne vous rejoignent pas nécessairement en Europe. Donc, ce qui va faire qu'un lecteur, une lectrice va s'intéresser à votre texte, c'est la problématique qui peut être commune aux 2 territoires, aux deux cultures, à différents environnements. Donc, plus d'emphase sur la théorie, moins d'emphase sur le cas, parce que la théorie va demeurer. Puis je dis aussi je dis toujours aux étudiants, gardez en tête la finalité de vos études. Voulez-vous devenir spécialiste d'un cas ou d'une problématique, c'est-à-dire d'une théorie que vous allez pouvoir appliquer à d'autres cas? Donc, les possibilités d'embauche, les portes s'ouvrent davantage quand on travaille sur la problématique plutôt que par le cas. De manière pratique, au niveau de l'observation participante, quand on travaille en tourisme, voir comment les gens se comportent, les soins qu'ils donnent ou non à l'environnement, ça va demander donc, oui, de les observer, d'entendre, mais observer, c'est par les yeux, mais c'est aussi par les oreilles. Donc, regarder les réactions des gens, à quel moment les gens réagissent, qu'est-ce qui les fait réagir et surtout comment ils l'expriment.
parce que ça peut être par les mots, mais ça peut être par des émotions. En Antarctique, par exemple, moi, je voyais les gens pleurer. Et les hommes, ça c'est intéressant, les hommes, évidemment, ben, je dis évidemment, ça ne devrait pas être évidemment, mais dans notre société, c'est encore évidemment, les hommes qui ne veulent pas montrer leurs émotions parce que ça les rend vulnérables. En tout cas, ils croient se rendre vulnérables en montrant les émotions, donc vont mettre leur verre fumé. Alors ça, c'était intéressant de voir et l'émotion, c'était, bon, il y a des théories là-dessus sur, par exemple, l'orgasme de nature. Alors, en gros, c'est des petits plaisirs de voir des choses, un animal qu'on ne connaît pas, un paysage, une certaine luminosité. En Antarctique, c'est souvent après avoir été malade parce que la traversée en bateau, ça brasse beaucoup. Et finalement, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous prend par surprise, un élément, un animal qui fait un truc particulier, une baleine qui passe, et tout à coup, les gens ont une grande montée d'émotion qui se traduit comme la grande peine, les grandes joies se traduisent par des larmes, et c'est là justement que les hommes en particulier, mettaient leur verre fumé. L'observation dit aussi calepin d'observation, donc je m'étais fait un calepin avant de partir parce que c'est nécessaire d'avoir une grille. Qu'est-ce qu'on va observer? Parce qu'il faut se rappeler que nous aussi, même si on est chercheurs, quand on arrive sur le terrain, on est avant tout des touristes et on a tendance à se laisser entraîner aussi par le plaisir du terrain. Donc, dans le calepin, je notais, par exemple, la température lorsqu'on faisait une excursion, la météo, les conditions du transport, du débarquement, est-ce que ça avait été sec ou mouillé, le terrain lui-même, est-ce qu'il y avait des dangers, quels étaient les attraits, ainsi de suite. Bon, préparer faire le terrain, c'est évidemment la difficulté souvent, c'est de trouver le voyagiste, de trouver le financement. Alors ça, c'est important de la transparence, de pouvoir partager nos données avec les voyagistes, mais ça veut dire aussi que les voyagistes vont nous imposer des conditions, c'est-à-dire une certaine forme de censure de nos questions, du moins du questionnaire imprimé. Donc, ils ne peuvent pas censurer les questionnaires qu'on va poser oralement aux gens. Alors ça, c'est un atout pour l'entretien. Puis ensuite, il y a la difficulté, l'approche des gens. Donc, il y a toujours des gens qui ne veulent pas participer. Moi, je me rappelle de je ne me rappelle pas de des personnes comme telles, mais d'avoir recueilli mes questionnaires le dernier soir. Et il y a des questionnaires qui étaient demeurés vierges et on avait écrit en diagonale, tu n'es pas, you're not my psychologist, tu n'es pas mon psychologue ou mon psychiatre. Alors, l'avantage du terrain que j'avais sur des navires, c'est qu'on était on était en mer pendant à peu près 2 semaines, à peu près 13-14 jours. Et il y avait beaucoup de temps mort sur le navire, en ce sens, il n'y avait pas toujours quelque chose à observer. Donc, il y avait beaucoup de place à la conversation entre les gens. Et par le mal de mer, par exemple, on développait des affinités parce qu'on souffrait ensemble. Donc, il y avait une certaine sympathie qui s'installait entre les touristes. J'ai des étudiants parfois qui veulent faire ce genre d'études sur les navires de croisière traditionnels dans les Caraïbes ou la Méditerranée. Et je leur dis, sur un navire de 4000 personnes, vous n'arriverez pas à avoir de contact avec les gens. Vaut mieux procéder à ce moment-là avec le voyagiste ou encore aller interroger les guides ou le personnel qui est sur le navire. Mais monter sur le navire pour aller interroger les gens, ça va être beaucoup plus difficile parce que, d'autant que ces croisières-là sont très, très brèves, 3-4 jours, vous ne reverrez jamais les mêmes personnes. Alors que moi, je passais littéralement 2 semaines avec elles dans un milieu fermé, donc on finissait par se connaître. Donc, le temps passe et vous aurez peut-être des questions. Je vais aller plus vite. Les entretiens semi-dirigés, j'en ai parlé. L'analyse des données quantitatives, moi, j'ai tout fait ça manuel. Je pense que j'avais à peu près 200 questionnaires et j'ai tout analysé manuellement. Non, j'ai fait quand même quelques données statistiques avec SPSS. Mais pour la partie qualitative, à l'époque, il n'y avait pas de Nivivo. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est un gadget. Je pense que c'est important d'apprendre manuel. Alors, je reste là-dessus. Un mot sur la photographie comme outil de collecte. C'est super important aussi de prendre des photos parce que on dit une photo vaut 1000 mots, mais ça permet aussi de voir, par exemple, des comportements délinquants, comme ici, vous voyez ces gens, puis vous voyez très, très bien l'impact qu'ils ont sur la végétation. Les 2 personnes qui sont hors du sentier, on en voit d'autres ici, ce sont des touristes qui sont sur le sentier. Les 2 personnes qui sont hors du sentier avec une affiche qui dit de ne pas sortir du sentier, bien, ce sont les guides sur un voyage où j'étais chercheur, je n'étais pas guide à ce moment-là. On voit ici les contradictions donc avec les effets polluants.
Donc, on fonctionne avec la gasoline. Donc, les gens, il y a beaucoup de dissonance cognitive dans ce genre de voyage. La photo sert aussi à montrer le non-respect des normes de sécurité avec tous ces gens qui sont debout. Puis en passant pour l'anecdote, la veste de sauvetage est là pour repêcher le corps. Elle n'est pas là du tout pour vous aider à survivre. Donc voilà. Puis une recommandation que j'aime faire à mes étudiants, c'est parce que moi j'ai appris, comme je dis, sur le tard. On a souvent, à la fin, quand on vient de notre étude de cas, quand on vient de notre terrain, on a souvent beaucoup de cas à lier le terrain avec nos données théoriques. Et ça vient du fait que quand on lit, en fait, notre questionnaire, nos questions devraient être inspirées de nos lectures et non pas uniquement du terrain. Il y a toujours des questions qui nous viennent sur le terrain, mais moi, je trouve hyper important de vous dire, comme je fais à mes étudiants, puis j'espère, sans doute vous le savez déjà, moi, je ne le savais pas à l'époque, en toute humilité, donc de s'inspirer donc de nos lectures de la théorie pour dresser une liste de questions. Et comme ça, quand j'ai mon questionnaire maintenant, j'ai tout de suite une parenthèse à la fin de chacune des questions avec les théories ou les articles auxquels cette question-là réfère. Donc, quand je vais avoir mes données, je vais être en mesure à ce moment-là de faire le lien avec la théorie et non pas d'être obligé de retourner dans la littérature pour trouver ce que quelqu'un aurait dit sur la chose. Et puis ensuite, ben écoutez, on s'envole. Et puis, c'est une question de faire un peu de social, de se mélanger avec les gens, de partager leur vécu, encore une fois par le visuel, de documenter les conditions du séjour, et parfois aussi aller dans l'envers du décor. Donc, on prend une situation, une mise en situation de la situation, mais à un moment donné aussi, je m'éclipse et je vais voir ce qui se passe dans l'envers du décor parce qu'en fait, on nous a conduit dans une salle, par exemple, si on est dans ce que vous voyez présentement, c'est le village le plus septentrional de l'Amérique du Nord et du Canada. On est à Grise Fjord. Il n'y a pas d'autres voyages, d'autres villages plus au nord. Et on nous a conduit tout de suite dans une salle à l'école pour avoir une rencontre avec la communauté. Mais il y a quelques touristes qui ont échappé à ça et qui se sont dirigés tout de suite vers la coop, c'est-à-dire le magasin de la communauté. Et donc, je les ai suivis sans savoir où ils allaient pour voir en fait qu'il y avait une compétition entre eux pour acheter la fameuse dent de narval, vous savez, cette espèce de dent qui sort là, par la tête et qui peut valoir 10, 15, 20, 25 000 dollars américains selon la taille de la chose. Et donc, encore là, une contradiction entre ces gens qui aiment la nature, mais en même temps qui veulent en ramener littéralement un morceau chez eux où il n'y a pas de limite financière. En terminant, allier les études aux vies professionnelles et familiales parce que souvent, on est à deux là-dedans. On fait un doctorat, mais on a un conjoint et une conjointe qui va en souffrir aussi des inconvénients, des avantages aussi à la fin. Et on ne veut pas se retrouver seul. Alors, parfois, on se sent un peu déchiré sans jeu de mots, on se sent un peu déchiré entre la famille, les études, le projet et l'ambition. Et tout ça peut nous sembler être une montagne. Alors, quelques recommandations là-dessus. On a besoin de bien organiser son temps. La priorité, évidemment, c'est le gagne-pain sur un horaire le plus stable possible. Déterminer des plages horaires pour les moments de la recherche, protéger les moments pour la famille. Alors, dans mon cas, par exemple, je mettais un emphase sur les repas, le vendredi, le samedi, le dimanche. Trouver un endroit calme pour rédiger, un endroit aussi dépourvu de jouets, de bébelles, de tout ce qui pourrait nous distraire, parfois même de l'Internet. Pensez à faire de l'activité sportive. J'ai peut-être pas l'air d'un grand sportif comme ça, mais le sport permet de se défouler, puis il permet aussi de faire un temps d'arrêt. Quand on lève des haltères, il faut penser à maintenir l'haltère parce que si on l'échappe sur son orteil, ça fait mal. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas aux théories qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on ne comprend pas. La marche, et ça, on l'a vécu avec la pandémie qui n'est toujours pas terminée, mais la marche permet aussi de penser. Donc, ça, je le vois souvent quand j'écris des textes où j'ai plusieurs idées, puis les trucs ne concordent pas, ne s'emboîtent pas correctement. À un moment donné, on va prendre une marche, puis une marche, pour moi, c'est marcher au moins 1 heure. Et puis, les idées reviennent dans notre tête, et puis il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais le ménage se fait de par lui-même. Je pense que la tension à vouloir trop trouver et trouver trop vite fait que dans la détente, finalement, les idées se placent. Et ensuite, on revient, puis l'heure qu'on sent parfois qu'on pense avoir perdu en marchant, on la regagne parce que l'écriture va beaucoup plus vite.
Voilà. Et puis à la fin, ben, on espère que tout le monde sera heureux. Et puis voilà. Donc, ah oui, dernière chose, un doctorat, je dis c'est un projet dans sa vie. Ce n'est pas le projet d'une vie. Donc, il ne faut pas que ça dure de manière éternelle. Puis, ça ne sera jamais parfait. On s'améliore par la suite. Moi, je le réalise. L'exercice d'aujourd'hui m'a permis, Dieu merci, de le confirmer. Déterminer aussi ce qu'on veut du doctorat. Hein. On veut une spécialisation, on veut avoir une voix. Qu'est-ce qu'on veut dire au monde? Quelle contribution on veut amener? C'est ça qu'il faut déterminer. Alors moi, voyez-vous, j'ai commencé par le tourisme polaire. Puis ça, c'est quand j'ai fait mes études, moi, en Laponie, au cercle polaire en Finlande. Puis j'ai réalisé à la fin de mes études que personne n'allait m'embaucher, en tout cas pas au Québec, avec tout le mot polaire, parce que ça fait peur à tout le monde. Déjà que les Québécois n'aiment pas l'hiver, donc en plus polaire, c'est encore plus froid. Donc, à la toute fin, parce qu'en Finlande, on publie notre thèse avant de la défense. C'est assez particulier. Et à la toute fin, quand j'ai envoyé mon livre chez l'imprimeur, j'ai changé le titre sans parler à mon superviseur. Et quand je suis arrivé 2 semaines après à ma défense, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as changé tourisme polaire pour la nature du tourisme de la nature. J'ai dit oui, parce que personne va m'embaucher avec tourisme polaire. Et dans les faits, ben, ça n'a pas été long avec la nature du tourisme de nature que, évidemment, ben, évidemment, non, pas évidemment, mais j'ai trouvé un poste comme ça à Montréal et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, d'où je fais maintenant mes recherches et je ne vois plus les montagnes comme des obstacles, mais comme des objets de recherche et de découverte. Voilà. Alors, je termine là-dessus et puis ben, je vais prendre vos questions si vous en avez. Merci Alain pour la présentation. C'était très clair, enfin, pour moi. On va vérifier si c'est très clair pour les étudiants. Si jamais ils ont des questions, je vais me faire le relais parce que vous ne les voyez pas, mais ils existent et ils sont là, ils ne sont pas encore endormis. Bon, ça va. Merci pour cette présentation très pédagogique. Je pense que ça peut peut-être susciter des questions, notamment sur des questions d'organisation de la recherche, parce que ces étudiants-là vont faire une recherche, un stage l'année prochaine. Et donc, Alain vous a un peu expliqué comment on devait gérer son stage, gérer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et comment on organise un sujet de rapport de stage avec une problématique, des questionnements, des collectes de données. Donc, c'était très, très pédagogique, me semble-t-il. Et ça, c'est à garder pour l'année prochaine. Donc, est-ce qu'il y a des petites questions, des interrogations, à la fois sur ce qu'il a dit de manière structurelle, c'est-à-dire comment on organise ses pensées et comment on les retransmet dans une recherche qui va être la vôtre avec des questionnaires, des statistiques, des lectures. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interrogé? Parce que c'est la même structure, hein, qu'on fasse un travail, une étude, un mémoire, une thèse, c'est grosso modo, c'est la même structure. L'ampleur est différente, mais la structure est la même. Question de la salle, peut-être? Tout était clair. Le SPPS, vous savez ce que c'est bon? Je ne sais pas, c'est ce dont Alain a parlé pour ses analyses, oui. Ouais. Alors, peut-être Alain, pardon, tu pourrais préciser, à un moment donné, tu parles d'un sigle que je crois avoir vu sur le PowerPoint qui s'appelle SPPS ou SPSS. SPSS, c'est un logiciel de traitement de données qui permet en fait de codifier, qui permet de codifier nos réponses. Ça, c'est quand, par exemple, on demande aux gens, je ne sais pas moi, quels ont été quels souvenirs garderez-vous de ce séjour, par exemple, ou de ce voyage? Alors là, admettons, on a 100 personnes qui répondent. Supposons qu'on a 100 questionnaires. Ben, les 100 personnes ne vont pas avoir nécessairement un seul souvenir. Les gens pourraient avoir chaque personne pourrait nous donner 3 ou 4 moments forts de leur séjour. Et nous, donc, on doit comptabiliser ces éléments-là pour arriver à un pourcentage. Donc, on va coder chacun des souvenirs. Donc, admettons, ils disent coucher de soleil, on va dire ça, c'est le numéro 1. La luminosité, c'est autre chose, on va dire ça, c'est numéro 2. Alors, on donne un numéro
à chacune des réponses obtenues. Et chaque fois qu'on trouve, par exemple, coucher de soleil, bien, on vient cliquer sur le 1. Chaque fois qu'on voit luminosité, on va aller cliquer sur le numéro 2. Chaque fois qu'on nous dit, mettons, la faune, bien, on va aller cliquer si on a déterminé que c'est numéro 3. Et à la fin, le logiciel fait les statistiques pour vous, en fait. Donc, ça, c'est la beauté de la chose. Par contre, il faut apprendre à coder. Puis, il faut apprendre aussi à interroger parce qu'on peut faire aussi des doubles questions au système pour dire, par exemple, alors maintenant qu'on sait quels sont les souvenirs principaux des gens, quels sont les souvenirs, par exemple, des hommes? Est-ce qu'il y a des différences entre ce que les hommes vont retenir comme souvenir, ce que les femmes vont garder comme souvenir? Est-ce que l'âge peut faire une différence, par exemple? Est-ce que le degré de scolarisation peut faire aussi une différence? Donc là, on peut faire des croisés, puis ça, c'est l'ordinateur qui va nous les sortir. Mais avant de demander ça à l'ordinateur, il faut que nous, on ait la conceptualisation des réponses qu'on peut obtenir. Il ne faut pas penser que l'ordinateur va faire l'analyse pour nous. Puis quand on a des plus petites données, ça se fait très, très bien à la mitaine. Puis moi, en tout cas, moi, j'ai commencé vraiment là, avec on n'avait pas on n'avait pas d'ordinateur portable à l'époque, donc on écrivait ça à la mitaine. On découpait, moi je découpais différentes choses sur les feuilles de papier, je collais mes idées avec du ruban à gommer. Et puis ensuite, j'allais à l'ordinateur à l'université, puis je retranscrivais mes textes. Donc, je pense que la bonne vieille méthode mitaine et bricolage est importante aussi parce que je trouve qu'on devient trop dépendant des outils techniques de nos jours. Apprendre à faire une liste de références, par exemple. Je sais que beaucoup de gens utilisent NVivo. J'ai horreur de NVivo parce qu'on n'apprend pas. On apprend à remplir un fichier dans l'ordinateur qui, lui, va ensuite, on lui dit c'est qui l'auteur, c'est quoi la maison d'édition, le volume, le numéro, les pages, mais on n'apprend pas à donner correctement ces références à le faire. Donc, moi, j'encourage toujours les gens le moins de techno possible. J'avais une petite question aussi par rapport à la réception en fait, de votre travail de thèse. Est-ce que vous êtes retourné vers donc les personnes qui proposent ces voyages avec vos résultats? Est-ce que vous avez pu échanger notamment avec des touristes sur les résultats de votre recherche? Avec des touristes, non, ce n'était pas possible parce que les touristes viennent de partout à travers le monde. Puis il faut penser aussi qu'à l'époque, on est le dernier séjour pour ma thèse date de 99. Donc, l'Internet était pas dans le stade où il est actuellement. Aujourd'hui, on fait un retour. On va envoyer un résumé, par exemple. Les voyagistes, et j'ai eu des discussions avec eux. Il faut dire que les voyagistes ont tendance à disparaître et à réapparaître sous un autre nom. Il y a eu à l'époque beaucoup de collaboration avec la recherche. Donc, ils ont vu les textes publiés, mais la collaboration se faisait surtout avant pour établir mon droit, en fait, de monter sur le navire avec un regard sur le contenu des questionnaires. Je dois dire qu'ils n'ont pas beaucoup aimé ce que j'ai publié, ce que j'ai écrit sur les croisières, ce qui fait que c'est devenu très, très, très difficile pour moi de monter à bord des navires. Et j'ai des collègues, des collègues, des gens, pas des gens avec qui je travaille, mais des gens que je connais qui, eux, ont leur droit de passage sur les navires. Et étonnamment, ils sortent des choses qui sont très, très, très favorables aux voyagistes. Alors, mais moi, je vis très, très bien avec ça. Je n'ai pas de problème à me regarder dans le miroir. Mais sans blague, le dernier voyage que j'ai fait en 2013, j'étais sur une liste noire et il a fallu que j'établisse contact avec le voyagiste par le biais d'une tierce personne. Et à la fin, c'est moi qui me suis pointé, puis on a mis les pendules à l'heure. Mais dès qu'il voyait mon nom sur l'afficheur, sur le téléphone, la ligne coupait. Ça peut jouer très, très dur. Parce que du coup, la question de l'impact finalement de la recherche, c'est assez compliqué à gérer. À partir du moment où on n'a pas vraiment d'interaction avec les personnes qui, quelque part, seraient les plus à même de vraiment réfléchir à la question et de trouver des solutions. Alors, du coup, ça a un impact sur les potentiels visiteurs qui se disent que, bon, voilà, ils ne vont pas entreprendre un tel voyage. Non, même pas, parce que, bon, l'impact, quand j'ai fait ma maîtrise, mon mémoire, que j'ai quelque part ici, j'ai fait la gaffe, parce
que j'étais excité par le monde de l'édition. Oups, on voit, là, je tombe sur des pages. Mais j'ai mis beaucoup d'illustrations. Il y a beaucoup de photos, là. Ça donne sur des pages, il n'y en a pas. Mais j'ai beaucoup d'illustrations. Et les gens me parlaient davantage des photos, puis ils me disaient, ça donne le goût d'y aller. Alors, quand j'ai fait la thèse, dans la thèse, il n'y a absolument rien, même pas une carte. Il y a des tableaux, mais donc des données quantitatives, mais il n'y a absolument pas d'illustration, sauf sur la couverture. Et parce que mon superviseur m'a dit, il faut au moins que tu me mettes une photo de l'Antarctique, mais je ne voulais pas qu'on me parle, je ne voulais pas promouvoir la destination. Et c'est la même chose quand on va dans les médias, ça donne davantage le goût d'y aller. Évidemment, je ne peux pas dire aux gens n'y allez pas. Moi, j'y suis allé et je ne suis pas là pour dire aux gens de ne pas y aller. Je suis là pour dire il y a une façon de faire des choses. Ce que ça fait, c'est que je publie puis j'enseigne notamment sur le concept d'écotourisme dans lequel je ne crois pas. Je parle plutôt de tourisme écologique. Et c'est comme ça que j'arrive pas à pas à faire des changements. Quand ces deux documents-là ont été publiés en 98 et en 2004, on m'accusait d'être hypersensible, de faire du drame avec des riens, je veux dire, des empreintes de pas dans la mousse, dans les lichens. On dit, so what? C'est un pas, c'est pas un parc national, on ne peut pas tout protéger. Ben là, je travaille sur une publication présentement, puis cette semaine, je regardais là, mes sources, les autres documents les autres études publiées plus récemment, et on parle exactement de ça. Donc, il y a des périodes où les gens ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. Le tourisme polaire, il y a un voyagiste que je n'aimerais pas, mais qui est en train de lancer un nouveau bateau qui est tout à fait high-tech. Et technologie, hélicoptère à bord et tout, et ça n'a absolument rien à voir avec le développement durable ou le respect de l'environnement. Donc, on amène les gens dans les régions les plus touchées par les changements climatiques et on dépend encore plus des gaz fossiles, des ressources, des énergies fossiles. Donc là-dessus, je veux dire, les voyagistes n'ont absolument rien appris, mais si j'avais pu changer le monde, tant mieux, mais si j'arrive à changer ces idées-là dans l'esprit de quelques personnes, une personne à la fois, ben c'est la part. Et puis, on espère que des gens vont aller lire ces choses-là. Mais vous savez, le public, il ne lit pas les articles scientifiques. C'est dans les revues de transfert ou dans les magazines que les gens vont aller lire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des étudiants sur le tourisme polaire, sur ce qui a été dit à l'oral, éventuellement sur la construction? Bon, on a parlé de la construction structurelle d'un mémoire ou d'une thèse en particulier, mais Alain a peut-être encore 2 minutes pour vous parler peut-être de ses résultats ou de son expérience polaire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient, parce que c'est vraiment le spécialiste du tourisme polaire? Oui. Est-ce qu'il a l'impression qu'il y a une amélioration depuis qu'il a fait ses recherches? Alain, la question qui t'est posée, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une amélioration depuis que tu as fait tes recherches du comportement des touristes particulièrement ou pas? Non. Non, au contraire, la question est excellente, mais non, au contraire. Et là, évidemment, je vais moins souvent dans la région polaire parce que ça coûte cher, mais disons que je continue à suivre l'évolution de la thématique par les articles qui sont publiés. On rapporte de moins en moins, par contre, ces choses-là. Et je le vois en tourisme de nature, puis je l'ai vu avec la pandémie aussi. On est en train de voir, bon, vous connaissez le concept de surtourisme, et on pense toujours au surtourisme en pensant aux villes, Venise, Barcelone, et ainsi de suite, mais on est en train de commencer à voir du surtourisme aussi dans les milieux naturels. Et là, je vais parler pour mon patelin, le Québec, le Canada. Au Canada, au Québec, qui sont 2 États complètement différents, mais ils ont une chose en commun, c'est que les parcs nationaux sont gérés maintenant comme des entreprises parapubliques. Donc, il n'est plus question de faire de déficit. Les parcs nationaux doivent être rentables. Alors, quand vous allez, puis j'amène chaque année, quand on n'est pas en pandémie, j'amène chaque année pour une conférence mes étudiants dans un parc national à 1h30 de route de Montréal, où je montre aux étudiants l'impact
qu'ont les gens dans les sentiers par le piétinement en sortant des sentiers qui sont mal faits, il y a toutes sortes de techniques pour faire des sentiers. Et quand on revient puis qu'on rencontre les gens du Parc national puis qu'on leur pose des questions, ils nous disent non, il n'y a absolument aucun problème d'impact. Au contraire, on est capable d'en absorber davantage et on a besoin d'avoir davantage de gens qui viennent nous visiter. Pourquoi? Parce que ces gens-là paient à l'entrée un certain montant et le parc doit faire ses frais comme une entreprise privée. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt du parc de freiner l'accès au milieu naturel, au contraire. Donc, on est un peu dans ce cercle vicieux. Et puis maintenant, les parcs, pour se financer, parce qu'ils n'ont même pas assez encore de gens qui viennent piétiner les sentiers, et ils vont faire, par exemple, ils vont laisser entrer les motos, les vélos de montagne, avec des spectateurs pour faire des compétitions, par exemple. Donc, les impacts sont de plus en plus grands. J'ai un étudiant, moi, qui a fait son mémoire il y a quelques années sur les services que les gens veulent avoir dans les parcs nationaux au niveau des terrains de camping, par exemple. Et on demande d'avoir des boutiques, une salle de cinéma et regardez tout le camping. Moi, quand j'étais plus jeune, on partait avec une tente de toile. Aujourd'hui, les gens ont des planchers de bois franc, le micro-ondes, le réfrigérateur, l'électricité. C'est une maison, mais on enlève les murs solides puis on met de la toile. Donc, les choses ne vont pas en s'améliorant. Les choses vont, je ne veux pas être pessimiste, mais les choses vont plutôt en se détériorant de ce côté-là. Il y a de plus en plus dans l'Arctique, il y a de plus en plus de navires et des navires qui prennent de plus en plus de passagers. Il y a 2 ou 3 ans, il y a un navire américain qui a traversé le passage du Nord-Ouest avec 2000 passagers. Et imaginez-vous, là, si ces régions-là ne sont pas cartographiées, on voyage dans ces régions-là avec les mêmes cartes qu'à l'époque des explorateurs, donc 18e siècle. Et si un navire s'échoue, moi, la dernière fois que j'étais en 2013, il y avait 3 navires, deux navires de passagers et un pétrolier, et puis il y a un navire de passagers et un pétrolier qui se sont échoués. Dieu merci, ils n'ont pas ouvert leur coque. Mais le navire de passagers a dû être évacué. Et évacuer des gens dans le haut Arctique, les hélicoptères pour aller sauver les gens partent du sud de l'Ontario. C'est absolument invraisemblable. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les vestes de sauvetage ne servent pas à sauver la vie des gens, servent simplement à repêcher les corps. 2000 personnes, c'est absolument irresponsable sur un navire dans l'Arctique ou en Antarctique. La même chose se fait en Antarctique. Donc, non, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Merci Alain. On te remercie beaucoup pour ta présentation et puis je pense qu'on va te laisser et on va passer peut-être à la prochaine présentation. Mais merci beaucoup pour cette présentation très pédagogique. Bien, merci à vous. Je vous souhaite une bonne suite de conférences. Puis désolé pour ces problèmes techniques en début de communication. Passez une belle fin de journée chez vous.